nauti na Minembwe, naza mwana ya Minembwe, nabotami na Minembwe, donc navandaki na Minembwe. Place babengaka na aéroport de Minembwe Kiziba, nde epa na ngai. Na lingine aloba boye bitumba ya Minembwe, la situation ya Minembwe pour le moment eza ndenge nini. Basoda ya FRDC, basoda ya Barundi, Bazalendo, Mai bako zwa Minembwe te. Soki Kongolo atelemi na television na YouTube ya FC Tshisekedi o tukuzwa Minembwe, dans 3 mois tukuzwa Minembwe, Minembwe ekozwa mate. Minembwe eza mboka ya bakoko, eza mboka ya bana na biso, tobotami na Minembwe, bakoko na biso babotami na Minembwe, tokokima Minembwe tokende wapi? Bazokimisa population, bazokimisa baraia Minembwe bakende wapi? Minembwe bato yafandaki kuna baza banyamulenge, baza ba étranger te, baza ba rwandais te. Soki muzolo bao banyamulenge baza ba kongomani te, baza ba congolais te, eza ndenge nini? Biso tuza ba congolais, tuza na Minembwe, tuvande na Minembwe, aucun jour FRDC kubonda Minembwe na ekubimisa biso Minembwe. Soki ibimisa biso Minembwe ekutikala na banane. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nourouya Machariki Official pour le rendez-vous quotidien d'actualité. En ce jeudi du 25 juin 2026, nous vous ferons un tour d'horizon des principaux événements qui marquent l'actualité au Rwanda, en République démocratique du Congo et ailleurs au monde. Le journal vous est présenté par ces dames. Merci de nous suivre et excellente écoute. Réduction des combats à Minembwe parmi les 8 engagements pris par le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont engagés à prendre des mesures visant à réduire les tensions et les combats en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la zone de Minembwe. Cela figure dans un communiqué publié après la 6e réunion du comité conjoint chargé du suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix entre les deux pays, tenu à Londres, au Royaume-Uni, le mercredi 24 juin 2026. Cette réunion a rassemblé des représentants du Rwanda, de la République démocratique du Congo, des États-Unis, du Qatar, du Togo en tant que médiateur de l'Union africaine, ainsi que de la Commission de l'Union africaine. Dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la réunion, toutes les parties ont exprimé leur inquiétude face à l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, aux conséquences des attaques de drones sur les populations et sur le processus de paix, ainsi qu'aux crises humanitaires, notamment la propagation de l'épidémie d'Ebola. Les participants ont souligné qu'il était urgent de mettre en œuvre des actions permettant de rendre les cessez-le-feu effectifs et pleinement respectés. Parmi les 8 engagements majeurs pris par le Rwanda et la République démocratique du Congo figure celui de réduire immédiatement les tensions et les affrontements, en particulier dans la région de Minembwe. Cette zone est depuis environ 14 mois le théâtre d'affrontements impliquant les forces de la République démocratique du Congo, celles du Burundi, les FDLR et les Wazalendo, ainsi que des combats les opposants à la coalition AFC M23 MRDP Twirwaneho. Le communiqué appelle à une désescalade immédiate de tensions, notamment dans les environs de Minembwe, et l'utilisation des capacités des deux parties sur le terrain afin d'atteindre cet objectif. C'est la première fois récemment que Minembwe est explicitement mentionné dans un communiqué conjoint entre le Rwanda et la République démocratique du Congo concernant la mise en œuvre des accords de paix. Outre ce point, les deux pays
se sont engagés à mettre pleinement en œuvre l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025. Le communiqué précise que Kigali et Kinshasa s'engagent à appliquer intégralement l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda signé le 27 juin 2025, y compris les dispositions relatives aux attaques de drones. Ils se sont également engagés à soutenir les mécanismes de vérification de la mise en œuvre de cet accord, à mettre en place des dispositifs facilitant les activités conjointes de contrôle, à partager des informations de sécurité et à coopérer dans les actions visant à exécuter les engagements pris. Dans ce communiqué, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont également exprimé leur soutien aux discussions en cours à Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, affirmant qu'ils fourniront un appui total afin que les négociations entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha aboutissent à un résultat positif. Les deux parties ont également convenu de renforcer la confiance mutuelle en évitant les actions ou les discours susceptibles d'aggraver les tensions et de compromettre la mise en œuvre de l'accord de Washington. La réunion s'est conclue par des remerciements adressés aux États-Unis, au Qatar, au Togo et à la Commission de l'Union africaine pour leur rôle dans le processus de paix, ainsi qu'au Royaume-Uni pour l'accueil de la rencontre. Il est prévu une nouvelle réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, JSCM, qui se tiendra dans les 15 jours prochains. Écoutez le communiqué publié à la suite des discussions qui ont réuni les deux parties ainsi que leurs médiateurs. Je vous livre le contenu du communiqué. Je cite: Le 24 juin 2026, des représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo, en tant que médiateurs de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, se sont réunis à Londres pour la 6e réunion du Comité conjoint de surveillance JOC. Faisant le point sur les évolutions depuis la dernière réunion, le JOC a exprimé de vives préoccupations concernant l'intensification de combats, l'impact des frappes de drones sur les civils et sur le processus de paix, ainsi que la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment la persistance de l'épidémie d'Ebola. Le JOC a souligné la nécessité urgente des mesures rendant le cessez-le-feu effectif. La République démocratique du Congo a fait le point sur ses efforts visant à neutraliser les FDLR, tandis que le Rwanda a présenté l'évolution de son processus de désengagement des forces et de levée des mesures défensives. La République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à, premièrement, mettre pleinement en œuvre l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé le 27 juin 2025, y compris en ce qui concerne les frappes de drones. Deuxièmement, désamorcer immédiatement les tensions, en particulier autour de Minembwe, et utiliser les influences respectives auprès de toutes les parties sur le terrain pour atteindre cet objectif. Troisièmement, demander l'adaptation des termes de référence de l'EJVM+, afin d'inclure la vérification des engagements dans le cadre des accords de Washington.
Quatrièmement, soutenir le déploiement rapide de l'EJVM+, pour effectuer sa première mission de vérification en appelant tous les acteurs sur le terrain à soutenir cette initiative. Cinquièmement, créer des conditions politiques et sécuritaires favorables au processus conjoint de vérification. Sixièmement, travailler à travers le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, JSCM, pour échanger des renseignements et parvenir à une compréhension commune de prochaines étapes des opérations de mise en œuvre des accords de Washington. Septièmement, apporter un soutien total à la conclusion réussie des négociations en cours entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Huitièmement, renforcer la confiance, notamment en s'abstenant d'actions ou de discours hostiles, en particulier les attaques politiques ou tout langage susceptible de compromettre ou de compliquer la pleine mise en œuvre des accords de Washington, y compris dans les forats internationaux. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont exprimé leur gratitude envers les États-Unis, le Qatar, le Togo et la Commission de l'Union africaine pour leur contribution continue au processus de paix et ont remercié le Royaume-Uni pour avoir accueilli cette réunion à Londres. La prochaine réunion du JSCM se tiendra dans les 15 prochains jours. Fin du texte. Bien que lors des négociations de Londres, le gouvernement de Kinshasa ait accepté d'apaiser le conflit, la perspective d'un arrêt effectif de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo demeure encore très lointaine. En effet, aujourd'hui, pour la deuxième fois, des drones des forces gouvernementales de Kinshasa ont de nouveau largué des bombes sur des zones civiles. L'un d'eux a bombardé l'hôpital de Minembwe, endommageant pour la deuxième fois le service de pédiatrie où sont soignés les enfants, tandis qu'un autre a frappé une école située dans la localité d'Ilundu. Sud Kivu, Minembwe toujours, après que la coalition AFC M23 MRDP Twirwaneho a remporté une victoire contre les forces de la coalition gouvernementale aux environs de Minembwe, à point zéro, un dépôt d'armes des forces armées du gouvernement de Kinshasa aurait été incendié. Ces forces auraient subi des pertes parmi leurs colonels, majors, capitaines et autres officiers, tandis que certains soldats se seraient rendus à l'AFC M23 MRDP Twirwaneho. Les FARDC, la FDNB et d'autres forces alliées auraient établi de nouvelles positions pour les opérateurs de drones. L'AFC M23 MRDP Twirwaneho aurait également incendié de nouvelles bases utilisées pour les techniciens responsables de drones du gouvernement de Kinshasa. Lors de cette opération d'incendie de ces positions, des soldats de la coalition des forces gouvernementales auraient également perdu la vie. La position de défense de Rubemba, nouvellement créée, a été touchée par un incident de fumée alors qu'ils ont été surpris par une forte agitation dans le ciel. Cela a entraîné la destruction d'obus, d'équipements technologiques, de drones, d'ordinateurs, de dispositifs de vision nocturne, ainsi que des vivres. Les blessés ont été évacués vers Baraka, quelques-uns attendant leur transfert vers Bujumbura.
Le bilan fait état d'environ 8 morts du côté des FARDC, 12 morts du côté de la FDNB, donc Force burundaise, et 2 ressortissants belges qui opéraient les drones. Le président Ndayishimiye aurait reçu des dollars pour financer une implication dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces informations concernant les fonds remis au président Ndayishimiye apparaissent dans une lettre que le général Fabien Dounia Kashindi a adressée à son supérieur. Le message est le suivant. Il a écrit « Mon général, en exécution des hautes instructions, j'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats de l'enquête relative aux renseignements transmis. La source est identifiée au cabinet du chef de la maison militaire présidentielle. Primo, financement. Versement par la République démocratique du Congo de 100 millions de dollars au président burundais pour le budget opérationnel des unités projetées sur les hauts plateaux de Minembwe. Secundo, mandat global accordé à la FDNB, Force burundaise donc, pour sécuriser le site Kivu érigé en zone d'opération principale articulée depuis Bujumbura. Tertio, logistique, transfert immédiatement du bureau des opérations FARDC à Bujumbura, implantation sur place de la base logistique FARDC. Quarto commandement, supervision de la planification et de l'ORBA par le lieutenant-général Jean-Jacques Icharigonzanduru, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements au sein des FARDC. Commandement opérationnel exercé par le général Prime Niongabo, chef d'état-major général des forces de défense nationale du Burundi. Quinto, point d'appui. Kalemi désigné comme point de commande, poste de commande avancé et centre d'effort majeur. Zone retenue pour l'opération des forces alliées avant projection. Donc Kalemi a été désigné comme un centre de commande des opérations de droit. Note de situation morale et capacité. Situation critique, outils de défense déstructurés et troupes exsangues, fracture institutionnelle marquée, génération, phase, Kadogo, FAC et corps des officiers défaillants. Donc quand on parle des phases, ce sont les anciennes forces armées zaïroises. Il y a les Kadogo, et puis on a les FAC, forces armées congolaises. Donc ce sont des anciennes appellations de l'armée congolaise. Il conclut haute et respectueuse considération générale Fabien Dounia Kashindi. Voilà, c'est le message du général Fabien Dounia Kashindi, commandant des FARDC au niveau d'Uvira, un message qu'il a adressé à son supérieur. La République démocratique du Congo a demandé à la Belgique de lui restituer les crânes de ses citoyens morts. La République démocratique du Congo a officiellement demandé à la Belgique de lui restituer les restes humains des personnes transférées à Bruxelles durant la période coloniale. Depuis 8 ans, la Belgique prépare un programme de restitution à la République démocratique du Congo de certains objets historiques emportés pendant la colonisation depuis l'époque où le pays était connu sous le nom de l'État indépendant du Congo, jusqu'à celle du Congo belge.
Outre ces objets conservés dans un musée de la ville Tervuren et progressivement inventoriés en vue de leur restitution à la République démocratique du Congo, il existe également des restes humains de Congolais, notamment leurs crânes conservés dans différents musées. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a écrit à son homologue belge, Bart De Wever, lui demanda que Bruxelles envoie à Kinshasa des crânes de personnes prélevées durant la période coloniale. Suminwa a indiqué à De Wever que ces restes appartiennent aux familles de défunts et doivent donc leur être restitués afin d'être enterrés dignement en République démocratique du Congo plutôt que d'être conservés comme des simples objets de collection issus de la colonisation. Dans les musées belges, on recense les restes de plus de 500 personnes originaires d'Afrique. Ils sont principalement congolais, mais incluent également des Rwandais et des Burundais, tous colonisés par le royaume de Bruxelles. Le gouvernement belge a reconnu que les restes humains transférés en Europe ne devraient plus être conservés dans le musée à l'époque actuelle. Une commission d'experts mise en place par le Parlement a conclu qu'ils devraient être restitués aux pays autrefois colonisés. Le président Museveni a temporairement retiré à son épouse son poste de ministre de l'Éducation. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a nommé John Chrysostom Muyingo ministre de l'Éducation et des Sports par intérim. La décision a été annoncée le 25 juin 2026. Ce poste était auparavant occupé par l'épouse du président Museveni, Madame Jeannette Museveni. Un communiqué publié par le bureau du président de l'Ouganda indique que cette décision de nommer un ministre intérimaire a été prise en raison de l'absence de la titulaire du portefeuille. Le président Museveni a pris cette décision quelques jours après avoir annoncé que son épouse était malade depuis un certain temps. Le 24 juin 2026, Museveni avait révélé qu'au cours des 3 derniers mois, son épouse avait été gravement malade et avait failli perdre la vie, mais qu'est-ce qu'il a qualifié de plan satanique avait été déjoué. Il a déclaré, je cite, « Satan, il y a 3 mois, le 21 mars 2026, a attaqué la vie de mon épouse, Jeannette Museveni, mais Satan a échoué. Le 21 mars est une date très importante dans l'histoire de la lutte, car c'est à ce moment-là que nous avons repoussé l'attaque d'Idi Amin à Rugando en 1979. Grâce à Dieu et aux médecins compétents, la vie de ma femme a été sauvée et elle est aujourd'hui en convalescence. » Fin de citation. Il a ajouté, « Mon épouse a accompli des choses extraordinaires pour la famille, notamment en s'occupant des enfants pendant la phase de la guerre entre 1981 et 1986, lorsqu'elle était seule en exil pendant que j'étais dans la brousse. » Fin de citation. Le président Museveni a exprimé son souhait que lui et son épouse vivent longtemps, au-delà de 100 ans. Le prix des produits pétroliers est revenu à son niveau d'avant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord temporaire de cessez-le-feu le 17 juin 2026,
le prix des produits pétroliers est revenu à son niveau d'avant le début du conflit survenu il y a 4 mois. Ce 25 juin 2026, le baril de pétrole brut a atteint 72,48 $ sur le marché international, enregistrant une forte baisse depuis le début de la guerre. Lorsque les États-Unis et Israël ont déclenché les hostilités contre l'Iran en février 2026, Téhéran a décidé de fermer le détroit d'Ormuz par lequel transitent 20% des produits pétroliers destinés au marché international en guise de représailles. Depuis lors, les prix de pétrole ont fortement augmenté sur le marché mondial, le baril de brut dépassant 120 $, entraînant une hausse des coûts de transport et de déplacement. L'agence Kepler, spécialisée dans l'analyse du trafic maritime, a indiqué qu'après l'accord de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran, 284 navires transportant du pétrole, du gaz et des engrais ont déjà traversé le détroit d'Ormuz. Afin d'éviter les perturbations susceptibles de freiner le trafic maritime dans cette zone stratégique, le Qatar et le Pakistan collaborent étroitement avec les États-Unis et l'Iran. Les difficultés de navigation dans ces détroits ont contribué à la baisse de prix du pétrole sur le marché mondial. Aux États-Unis, le prix d'un gallon 3,8 litres d'essence qui était de 4 $ en avril est tombé à 3,93 $. Une enquête approfondie a été ouverte sur la plateforme à laquelle le président discute de Trump. La Commission européenne fait l'objet d'une enquête concernant un groupe secret créé, composé du président ukrainien Volodymyr Zelensky et des hauts dirigeants européens où ils discutent de la manière de réagir au président des États-Unis, Donald Trump. Ce groupe, appelé Washington Group, aurait inclus la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président Volodymyr Zelensky, le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a démissionné récemment, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Bien que ce groupe aurait été utilisé pour des échanges privés entre dirigeants, aucune information n'a encore été publiée sur l'application ou la plateforme utilisée, qu'il s'agisse de WhatsApp, Signal, Telegram, email ou d'un autre moyen de communication. L'enquête a été ouverte par la médiatrice de l'Union européenne, Teresa Angino, après que la Commission européenne a refusé de fournir des informations sur ces messages. L'organisation allemande de journalisme d'investigation Follow the Money a demandé ces documents en janvier, mais la Commission a refusé. La Commission a expliqué que la divulgation de ces échanges pourrait nuire aux relations entre l'Europe et les pays membres de l'Union européenne. Elle a ajouté que les hauts responsables européens et leurs homologues étrangers continuent de tenir des discussions régulières considérées comme des échanges informels non assimilés à des décisions administratives, qu'elles soient orales ou écrites. Follow the Money n'a pas été convaincu par cette explication
estimant que la Commission n'a pas suffisamment justifié son refus et n'a pas examiné la possibilité de transmettre au moins une partie des documents. Ce groupe a été mentionné pour la première fois par Politico en janvier 2026, qui le décrivait comme un canal de communication informel mais actif. Il aurait été créé après une visite à la Maison-Blanche effectuée avec Zelensky en août de l'année dernière, donc 2025. Ce groupe aurait été particulièrement actif lorsque Trump faisait des déclarations ou prenait des décisions susceptibles d'influencer la position européenne sur l'Ukraine. Selon une source proche de son fonctionnement, il permettait aux dirigeants de coordonner rapidement leur position en cas d'urgence. Cette affaire survient dans un contexte de tensions persistantes entre Donald Trump et les dirigeants européens, notamment sur la guerre en Ukraine et la Russie. Certains responsables européens craignent que Trump fasse pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte des accords impliquant des concessions territoriales sans garantie de sécurité claire. Teresa Angino a demandé à la Commission européenne de fournir tous les documents liés à la demande de follow the money. L'enquête pourrait durer plusieurs mois. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourouya Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit du 25 au 26 juin 2026. Vous étiez avec Senam.